Alain Savouré, nous sommes en 2013, au mois de mai. Vous êtes né en 1942 et vous êtes compositeur. Vous avez été membre du GRM et membre aussi du groupe de musique expérimentale du Bourges qui a changé de nom ensuite. Membre de la direction de la musique au niveau du ministère de la Culture en France. Donc, disons d'un point de vue un peu plus administratif, vous aviez une vue un peu du dessus de ce Oui, qui j'avais des passait. missions, Des disons. missions, Ouais. voilà. Et puis compositeur à part entière Mhm. depuis toujours. Alors, pour vous cerner un petit peu, est-ce qu'on peut voir déjà les années de jeunesse comment avez-vous commencé? Quels sont les grands jalons de votre formation musicale? Oh, oui, ben, on va faire court, hein, parce que sinon ça serait trop long, mais disons que je suis au conservatoire en 54, en solfège spécialisé. Je parle de solfège, c'est un mot qui m'est cher en fait. Où je fais des catastrophes études de piano, et je veux arrêter la musique, parce qu'on rencontrait au conservatoire des fois des professeurs qui parlaient pas beaucoup de musique. Mais j'ai la chance de rencontrer au conservatoire un professeur de déchiffrage qui est une femme d'importance pour moi, c'est Elsa Baren, qui quand je lui ai dit à 15 ans, bon, j'arrête la musique parce que vraiment le piano, elle m'a dit, tu as raison, mais moi par contre je vais t'en faire de la musique. Et en fait, elle m'a appris et s'est occupée de moi. Et puis 4 ans après, je rentrais chez Messiaen à 20 ans, ce qui n'était pas l'habitude, mais m'avait fait une espèce de formation musicale de niveau supérieur accélérée, si bien que j'ai eu la chance de pouvoir faire la classe de Messiaen assez tôt. C'était en 63, 62, 63. Et ça m'a fait gagner énormément de temps. Le temps gagné, ben, c'est aussi là où je rencontre, parce que je rentre en même temps que Guy Rebel dans cette classe de Messiaen. Et voyant la façon dont je me comportais dans la classe, il m'a dit, écoute, tu devrais quand même t'intéresser un petit peu aux musiques électroacoustiques. Je pense que ça, par rapport au climat parce que c'était l'époque hein, sérielle, c'était le domaine musical. J'étais pas un grand fervent de cette façon de penser la musique, boulésienne ou post-boulésienne. Et donc, j'ai saisi l'occasion, dès que c'était possible, et ça se passe en 65, de suivre un stage qui s'est organisé pour des compositeurs, et des compositeurs qui avaient déjà les pieds dans la carrière, si je puis dire, enfin des Lois, des Guézec, des Mifano. Un stage au groupe de Un recherche stage, musicale? oui, pré-professionnel en fait, donc c'était pas le grand stage des années Ferrari, Mach, etc., des années 60, donc c'est 65. À ce moment-là, c'est Bachet, je crois, qui est le responsable du GRM. Et c'est pas non plus les stages de 69 du conservatoire. Donc c'est totalement intermédiaire entre les deux. Et donc c'est organisé malgré tout dans un désordre apparent, mais c'est quand même très professionnel parce que il y a 2 années. Il y a une première année où on est bien une vingtaine, avec donc plein de jeunes compositeurs dont on entendra parler, mais qui disparaissent un petit peu au cours de l'année, si bien que la deuxième année, en fait, ne vont rester fervents participants au stage. Cohen Solal, Robert, Jean Schwartz, David Rissin et moi. Et qu'on se retrouve en deuxième année, donc dans un confort relatif, à pouvoir faire un stage professionnel, autant que ça pouvait être organisé. Mais à cette époque, ça voulait dire dans le centre Gourdan, revenir le soir pour piquer des studios, enfin tout ce qui s'est toujours certainement fait plus ou moins. Mais on avait quand même une formation assez sérieuse avec des gens comme Oana par rapport à la radio, avec La Racine pour la technologie, avec Bernard Parmigiani pour ce qui était l'électroacoustique, enfin donc une approche très pointue. Et puis bon, bon an mal an, on commençait à faire nos petits essais, des musiques de scène, des applications. Donc ces années 65-66, le traité n'était pas encore en livre, c'était des feuilles séparées, et c'était Béatrice Ferreira et Simone Rist qui nous faisaient le solfège, se perdant un peu dans les papiers, nous ne nous y intéressant pas du tout, Ah bon? ou très peu. Ça nous paraissait très superflu, un peu confus. Ça ne veut pas dire que ça rentrait pas d'une certaine façon dans les oreilles, mais enfin, c'était pas notre préoccupation principale, faut bien dire ce qui est. Et votre préoccupation principale Oh, était de quel ordre? c'était avoir des studios pour pouvoir faire de la musique. Enfin, je veux dire, c'était simple. Il y avait un appétit de ça. Ce qui était important aussi, c'est que 65, c'est un an après Hétérozygote.
De Luc Ferrari. De Luc Ferrari. Et s'il n'y avait pas eu Hétérozygote de Luc Ferrari, je ne suis pas sûr que l'esthétique qui prévalait un petit peu à l'époque, c'était quand même des pièces de 10-12 minutes, pour moi un peu longues. Plutôt un peu style étude aux objets, Schaeffer, avec des formes, des matières, etc. Ce qui n'était pas non plus moi, dans le sens de mon esthétique globale. Hein. Et c'est sûr que hétérozygote, donc là où on commence à parler d'études de son concret, on parlait un peu de son anecdotique, la réalité, enfin toute cette problématique-là qui est encore d'ailleurs intéressante à soutenir, la preuve, je suis encore dedans. Mais c'était pour moi une porte ouverte vers ce qui me semblait être important. Et donc tous mes premiers travaux, en tous les cas, sont dirigés dans ce sens-là. Sachant que avant que je sorte ma première pièce, qui est Kiosque, finalement, en 69, qui est effectivement faite avec... qui est une pièce, justement, qui n'était pas non plus encore complètement dans le format GRM de l'époque, parce que ça durait 45 minutes, je crois, à peu près. C'était avec évidemment des séquences de sons dits réalistes. Mais Kiosque, c'est pas une pièce de musique mixte? Et avec en plus, ce qui se faisait pas non plus beaucoup, avec un groupe d'improvisation. Donc la notion d'improvisation, pour moi, est présente dès 68, parce que j'étais chargé au GRM, donc à partir de 67, je crois qu'assistant de recherche, quelque chose comme ça, j'ai quelques tâches. Je participerai à quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui était la grande campagne de recherche de 68, qui a été un petit peu éliminée du tableau de chasse du GRM, alors que c'était quand même un travail assez important avec Davorin Jagodic, Ferreira, Chiarucci, Rissin, enfin Rebel aussi, sur des gros sujets, et avec surtout une belle exposition de ça avec Georges Charbonnier, à la radio. C'est-à-dire qu'il y avait eu quand même au moins 2 jours d'exposition de ces travaux de recherche qui avaient duré plus d'une année. Il y avait à peu près 1 millier de pages qui étaient prêtes à être éditées. Et il y a eu, je dirais, l'installation de François Bell en tant que directeur responsable, qui lui n'a pas du tout participé à ça, n'en a pas voulu, et donc a écarté l'objet du travail. Ce qui a fait un peu une cassure disons, dans le projet d'un GRM où la recherche fondamentale aurait été remise en question. Je pense que de toute façon, le projet de François, c'était quand même plutôt la publication, l'édition, un peu montrer le GRM. Et donc, je dirais, moi, ça a été le commencement. Moi, bon, je suis resté parce que fallait que je mange, fallait que je compose, fallait que ceci. J'ai, moi, proposé un sujet de recherche que j'aurais bien voulu voir développer. Ça pas non plus, c'est pas non plus passé dans les tuyaux. J'en parlerai certainement autour de la tétraphonie. Non, il faut en parler maintenant, je pense. Ouais. C'est quelque chose qui va... Oui, tout ce qui va se développer pour moi à partir de 71, qui était une préoccupation tournant autour de la captation du son à partir de 4 micros à l'époque, parce qu'il y avait des magnétos, il y avait un magnéto, 4 pistes, il faut voir aussi les moyens, un 4 pistes qui pouvait être transporté pour les concerts, et un 4 pistes qui était dans le studio 52. Et à partir de ce 4 pistes-là, avec des jeunes compositeurs qui rentraient en stage, donc en 60, enfin, il y avait Cohen Solal qui était déjà avec moi depuis 65, et débarquait aussi Pierre Bosvilleval dans le 2 groupes de 69, de la classe. Et on était, bon, on avait envie d'expérimenter, en tous les cas, ce terrain-là. Moi, je m'y suis accroché, je continue de m'y accrocher, qui est le fait de capter un événement, alors objet sonore ou pas, mais avec 4 micros, dans le sens où, et restitution évidemment avec un nombre symétrique de haut-parleurs, de façon à pouvoir finalement non pas diffuser uniquement l'objet de la prise de son, mais le contexte de la prise de son. Là, moi, c'est toute une philosophie qui me poursuit toujours, c'est la notion de contexte par rapport au texte, et en gros aboutir à ce que j'ai pu faire encore il y a 2-3 ans dans une pièce réalisée à Albi, au GMEA. Comment elle
C'est des choses à rallonge. Mais il y a une pièce qui a une certaine forme fermée qui s'appelle la composition illustrée. Et en fait, ça, pour moi, c'est du travail sur le transfert, ce que j'appelle transfert d'espace. C'est-à-dire que créer une situation, ce qui est assez compliqué à mettre en œuvre, très délicat, parce que les captations qu'on peut faire en tétra, en penta ou en hexa, ce que j'ai fait aussi au conservatoire dans les années 90, ou en octo, ce que j'ai fait à La Rochelle, au studio Delta P. Ça demande donc un espace de restitution relativement homogène, des haut-parleurs très symétrisés par rapport à la prise de son, de façon à essayer, au moment où c'est diffusé, que l'auditeur a l'impression de changer d'espace. C'est-à-dire que c'est pas que l'objet de la prise de son, un violoncelle ou une voix ou une vache ou peu importe, qu'on entend, on l'entend surtout dans son contexte. C'est-à-dire qu'au niveau de la sensation, l'auditeur a la sensation d'être dans un autre espace. Donc ça, c'est un petit peu, en gros, très vite dit et très mal dit, mais quelque chose qui m'a jamais quitté. Qu'est-ce qui vous a amené à cette préoccupation? Il y avait des précédents quand vous étiez au démarrage? Aucun. Je n'ai pas de souvenir de précédent. C'était la curiosité et puis la possibilité de pouvoir se servir du studio 52 où il y avait donc la possibilité de faire des prises de son et il y avait des haut-parleurs, les fameuses boules, les grosses boules Ellipson de l'époque. Et donc on avait fait on captait le son et on le rediffusait et on essayait plusieurs positions des haut-parleurs, soit aux quatre coins, soit ce qu'on avait préféré à une époque, et je vais reprendre ce travail-là prochainement, avec des haut-parleurs serrés au centre, en tulipe, on appelait ça, et pour obtenir quelque chose qui était pour nous aussi important. Enfin, le passage de la mono à la stéréo, ça a été un choc, parce que moi j'ai vécu aussi, on travaillait un petit peu au 114 dans le petit studio de Parmé où il y avait sa phonothèque, c'était en mono. Quand on avait accès au micro stéréo, donc on disait ce choc sur le plan de la sensation entre mono et stéréo qui est important, parce que d'un seul coup on découvre la profondeur de champ, un certain espace frontal. Et le passage, pour moi, de la stéréo à la tétra, penta ou exact, c'est un choc tout aussi grand. C'est-à-dire qu'il y a une mutation de la qualité de son, il y a une mutation de la sensation qu'on a du son, et qui est pour moi, c'est vraiment des étapes mono, stéréo, tétra ou penta, etc. Ce sont des échelles de sensations à essayer de faire partager ce qu'on Vous avez des dates là, par exemple, en tout cas en ce qui vous concerne, passage de la mono à la stéréo, c'était quelle année? Oh bah là, c'était parce que le studio 114 auquel on avait accès était en mono. C'était pour piquer des sons, avoir des sons. Il y avait une phonothèque assez importante, mais il a été très vite, je crois, transformé en stéréo. Donc la mono, je ne l'ai pas vécu longtemps, hein. Ça, c'était tout de suite la stéréo. Et là, donc, la tétra, en tant que, non pas 4 pistes, donc parce que moi j'écoutais beaucoup les pièces de Parmigiani, qui a 4 pistes, surtout que dans les années 67, 68, 69, 70, j'étais chargé beaucoup de la diffusion à l'époque, des concerts. Donc systématiquement, je me promenais avec Hétérozygote, et puis des pièces de Parmé, donc ce 4 pistes, axé, lui, plutôt sur le cinétisme, c'est-à-dire moi, la tétraphonie, c'était plutôt axé sur la sensation d'une matière, d'un espace différent. Mais évidemment, j'étais aussi bien intéressé par le cinétisme, le mouvement dans l'instant mobile, en capture éphémère, enfin tout ce qui a fait aussi le grand intérêt de cette pièce de 4 pistes. Mais entre la quadra ou la 4 pistes et la tétraphonie, pour moi, c'est deux univers qui sont aussi loin qu'une pièce mono et une pièce stéréo. Alors, vous aimez aussi beaucoup mettre de l'improvisation, on l'a dit, mais aussi des instruments. C'est-à-dire que vous ne reniez pas l'instrumentarium classique, ce qu'on appelle les musiques mixtes, c'est-à-dire qui mélangent à la fois de l'électroacoustique et de l'instrumental. Vous aimez? Alors, bizarrement, non. J'ai toujours détesté la musique mixte. Mais, voilà, j'ai toujours détesté les. Sauf que, bizarrement aussi, la première pièce importante que je fais, donc qui est Kiosque, une pièce qui a pas mal tourné, que ce soit au SMIP, enfin dans des événements contemporains, c'était avec un groupe d'improvisation. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que. C'était vraiment un groupe d'impro, c'est-à-dire le fait aussi d'occuper un espace d'une façon, j'ai envie de dire, concrète, avec des instruments ou
beaucoup de bricolage. C'est-à-dire le kiosque, c'était fait avec ce qu'on appelait, à l'époque, on avait constitué le groupe d'expression directe de Château-Vallon avec Boès. Il y avait Jacques Lejeune, il y avait même Fernand Van Den Bogaert qui a passé un peu. Bon, ça a duré qu'un an. Après, on a fait un autre groupe avec Christian Clausier qui s'appelait Opusen, qui était plus électrique. Mais c'était avec un instrumentarium totalement bricolé à base de micro-contact, etc. Donc c'était partie de l'idée, moi, la charge que j'ai eue des stagiaires de 69, c'était de leur faire un atelier où on allait pratiquer finalement de la prise de son concrète, mais d'un seul tenant. C'est-à-dire plutôt que les prises de son concrètes qu'on faisait beaucoup, c'était après en studio, en temps différé. Là, c'était l'idée de partir de ces idées de prise de son concrète, mais qu'il fallait qu'on fabrique la musique en temps réel. Donc c'était parti de là. Donc c'était de l'impro de type concret, sur les bases de la prise de captation du son, avec des micros de contact, enfin tout type de prise de son. Mais que ça devait aboutir en temps réel à une pièce de musique, donc un groupe d'impro comme. Alors, avec une partition, sans partition, Oh, c'était. des formes ouvertes Alors, quand il s'agissait, sur des durées, moi, kiosque, ça durait quand même, oui, bien 40-45, je ne sais plus bien. Moi, j'ai noté 22. Oh, c'était plus long que ça. Mais il faut dire qu'on faisait ça dépendait aussi de la durée des improvisations. Moi, j'ai un souvenir un petit peu plus long de quand on les avait fait les premières fois. Peut-être que c'est une réduction bande de prise de son qu'on a fait en studio par la suite. Mais bon, c'était des choses qui se développaient dans le temps. Avec, oui, il y avait des séquences improvisées qui étaient plus ou moins longues, selon, comme dans toute improvisation, selon qu'on se sentait bien, qu'on se sentait pas bien. Et puis, mais c'était pas la notion de partition. Il y avait peut-être éventuellement un schéma, parce que c'était quand même des mouvements. J'ai toujours aimé les grandes formes, moi. Je disais que les pièces du GRM de l'époque, 10-12 minutes, ça m'intéressait pas beaucoup. J'ai toujours eu besoin de... C'était aussi parce que je faisais peut-être de la direction d'orchestre, que j'avais une culture symphonique. Donc, d'ailleurs, la sonate baroque, quand j'ai fait une sonate baroque en musique électroacoustique, c'est bien avec un premier mouvement, un deuxième, un troisième. Donc, et ça, à partir de là, par exemple, par rapport à de l'impro, c'est sûr qu'il faut faire des vagues schémas de déroulement, un bâtissage, mais qui n'est pas forcément l'écriture. C'est-à-dire jamais, dans la conception que j'ai de l'improvisation, en tous les cas, et dans la pédagogie, il faut dire quels sons il y a à faire. On peut créer des situations de comportement, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est pas, j'invente rien là, mais jamais est prescrit tel type de son. Ça, c'est totalement à la charge de celui qui les fait. Alors, il y a un truc que j'adore, moi, dans toutes vos musiques, c'est le côté humoristique. Souvent, quand on écoute vos musiques, on peut rire. C'est quand même pas donné à tout le monde de permettre ça. C'est-à-dire faire rire les gens à l'écoute des sons. C'est pas forcément du texte qui dit quelque chose de drôle, c'est l'incongruité du son qui fait qu'on est amené à rire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous cultivez? Enfin, comment ça se fait? Ouais, j'aime bien le terme d'incongru parce que j'ai l'occasion, quand je parle de choses et d'autres, finalement, de sortir ça. J'en parlais encore ce matin dans une situation avec des professeurs improvisateurs, de cultiver l'incongru qui permet de faire des modulations, qui permet de relancer du discours. Donc, c'est vrai, l'incongruité. Le côté plus drôle, léger, il y en a très très souvent dans beaucoup de mes musiques, mais si on creusait un petit peu, et peut-être qu'un jour je ferai des analyses de mes musiques, c'est souvent pour cacher en fait des cas de figure beaucoup plus sordides ou beaucoup plus noirs. En fait, je m'aperçois que La Complainte du Bossuet, qui est une pièce qui a bien fait rire, en fait, elle ne parle que de la mort. Je veux dire, et puis, je ne pourrais pas raconter tout ce qui s'est passé autour de cette pièce, mais elle a vraiment été marquée. Plus jamais je toucherai à la mort de façon aussi précise, parce qu'on le paie très cher. Mais il y a toujours la conférence illustrée du professeur Koustik dans le scherzo, la sonate baroque. Là aussi, c'est la gauche, la droite, etc. Derrière tout ça, c'était la guerre du Chili. Enfin, j'avais suivi tout ça très près. Donc ça raconte, il y a toujours derrière une façade plutôt légère, plutôt scherzo, plutôt voire baroque. Il y a toujours un sujet un petit peu plus... Mais est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour masquer? Mais je sais que oui, j'aime. Oui, c'est peut-être aussi, à travers ce que vous dites en ce moment, un engagement politique. C'est-à-dire, ça permet. Vous n'êtes
pas comme quelqu'un comme ça posé au milieu de la vie sociale. Vous êtes engagé. C'est sûr que j'ai toujours aimé les marges et de s'appuyer sur ce que sont les marges. J'aime pas que ce soit avec un drapeau, quoi. C'est pas forcément avec un drapeau, mais de pouvoir finalement dire euh, ce qu'on peut ressentir à certains moments de la vie, et effectivement, ça commence à durer longtemps pour moi. Mais sans forcément le mettre avec le drapeau, ou le mettre en première page. Bien sûr, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai une dimension civique, je pense, très forte. Je crois qu'effectivement. Euh, mais ça n'a pas besoin d'être forcément dit. Enfin, Alors, même si il y a ça une l'est. dédicace, mais j'ai oublié dans quelle pièce, et je ne connais plus la dédicace par cœur, mais elle m'avait toujours amusé. C'est une pièce qui est dédiée à l'abbé, je ne sais qui, ou à un prêtre. C'est quoi celle-là? Autain ou à l'abbé Autain, Oui. je sais plus non plus. Oh, elle est drôle pourtant. À chaque fois que je la relis, mais bon, il faut qu'on la retrouve. Elle est trop drôle. Ah oui, Oui. c'est l'évêque d'Autun. L'évêque d'Autun. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je sais pas, mais il s'est fait couper. Il a fini par se faire couper la tête, je crois. Enfin, c'est lui-même. Enfin, Voilà, alors enfin, la pièce entière lui est dédiée. lui est dédié. Oui. Mais je sais plus quelle pièce c'est. Dans Bon, quelle on va pièce retrouver dans les archives. c'est On peut-être va dans. retrouver dans les archives. C'est peut-être Ça dans nous les. fait un pont pour les archives. Alors, vous avez travaillé au GRM. Vous avez travaillé à Bourges. Bah Vous oui, bien avez sûr. suivi Ouais. Christian Closet et Françoise Barrière à Bourges pendant des années. Vous avez des archives un petit peu partout. Hein. La vie d'un musicien de votre génération, elle se résume à des archives, vous m'avez dit, qui se trouvent dans des revues au Canada, parfois chez vous, d'autres au GRM et enfin d'autres à Bourges. Oh oui, puis oui, et certainement dans plein d'autres endroits. C'est-à-dire que j'ai été assez nomade. Je veux dire, je suis resté quand même un petit peu au GRM. Je suis resté à Bourges en tant que membre du groupe fonctionnant pendant quand même 4-5 ans. Mais dans le même temps, j'avais repris la direction d'orchestre. Donc ça me prenait aussi du temps. Et puis par la suite, ça n'a fait que s'aggraver, si je puis dire. Avec moi, ce qui a été mon métier, c'était maître d'œuvre. Ce que j'ai appelé maître d'œuvre, parce que je ne savais pas comment le nommer, c'est-à-dire que mon métier principal, ça a été d'être finalement appelé par une région, un département ou une ville à venir travailler pendant 1 an, voire 2 ans, avec des responsables musicaux ou des groupes ou des populations différentes dans un département et d'inventer quelque chose pour ces différents groupes. Ça a été ça l'essentiel de ma vie, sachant que bien évidemment, à cette occasion-là, j'avais à composer un petit peu plus instrumentalement à l'époque, quoique, avec toute une dimension importante qui était le fait de collecter, de faire du collectage, c'est-à-dire d'enregistrer, toujours par rapport à cette préoccupation de contexte, c'est-à-dire c'est pas tellement le texte ou ce qui est dit ou ce qui se passe ou ce qu'on entend en premier plan, je vais dire, c'est aussi dans quel contexte ça se situe. Et dans ce travail de collectage, bon, que ce soit en Auvergne, que ce soit dans les Landes, que ce soit ce que j'ai été en Bretagne, à Calais, on a fait une expérience avec Jean-Léon Palande totalement déterminante dans les années 90, 91, où là, j'avais une commande, il fallait faire quelque chose avec un quartier, qui était un quartier totalement défavorisé, où il n'y avait pas de musiciens, etc. Et quoi faire qui soit de l'ordre du musical, en tous les cas du sonore. Et ça a été tout un travail très très spécifique de collectage donc du quartier, le jour, la nuit, chez les gens et tout ça. Et puis d'inventer quoi avec ça, on ne savait pas. Ça a duré pendant une campagne de prise de son, nuit et jour, pendant au moins 2 mois. Mais on ne savait pas encore ce qu'on allait en faire. Enfin, moi, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais en faire, en tous les cas, sur le plan de la composition, entre guillemets. Et puis on a trouvé un jour la solution, comme d'habitude, comme toutes les expériences fortes. On se promenait toujours dans ce quartier défavorisé. Il y avait un groupe d'ados un petit peu menaçants qui nous avait repérés avec nos micros, les casques, etc., qui sont commencé à s'approcher. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'idée, ça a été de prendre le casque, de mettre sur les oreilles du plus braillard du groupe, et de lui dire, écoute. Et il s'est mis à entendre ses paroles, son ambiance. Et le changement de visage, parce qu'on était dans le Nord, hein, c'est des visages taillés, coups de serpe, surtout dans les endroits où il y a ces délinquances, etc., chômage. La transformation du visage d'un individu en train d'entendre qui il est, sa voix,
on s'est dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. On a trouvé enfin ce qu'on allait faire, c'est-à-dire renvoyer à cette population le son de son quartier, qui était le quartier du Forgnolais. Et donc on est parti dans toutes des choses que j'ai appelées des veillées haut-parlantes, c'est-à-dire qu'on allait chez les gens, dont on avait pu enregistrer les enfants, ou dont on avait, ou l'usine, s'il y en avait un qui travaillait, un des rares, on allait dans l'usine travailler les sons, et on faisait des espèces de veillées haut-parlantes, c'est-à-dire qu'on installait des haut-parleurs d'ailleurs dissimulés dans le couloir, c'était des HLM souvent, et puis on prenait l'apéro. J'ai appris à boire beaucoup là-bas, parce que dans le Nord, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Passer des fois 2-3 heures à boire des apéros sans s'arrêter, des bières et tout, et tout ça. Et puis de temps en temps, on balançait des enregistrements. Et du coup, on a habitué une partie de cette population-là à réentendre comment ça sonnait son quartier, comment ça sonnait. Et c'était acte, finalement, c'était faire acte culturel, c'est-à-dire de renvoyer une image qui était finalement d'une certaine façon glorifiée, enfin je sais pas, c'est pas le bon terme, je voudrais que je trouve autre chose, mais enfin, qui était renforcée, était en tous les cas, qui était, pour ce qu'on a pu en comprendre dans les réactions de cette population-là, pas toujours, avec une vie pas toujours facile, qui apportait quelque chose. Donc le collectage, ça a été à partir de 90, j'avais déjà amorcé un petit ça avant, mais là c'est devenu définitif et beaucoup de mes travaux depuis 90 sont partis. Alors en Auvergne, où j'ai travaillé bien évidemment beaucoup, ça a été beaucoup voilà, d'aller ce que j'appelle moi me faire des dictées du monde, c'est-à-dire dictées est-ce du qu'on peut monde. dire que c'est de l'ethnomusicologie? Non, c'est ni de l'ethnologie ni du journalisme, on s'est toujours défendu de ça. C'est vraiment une démarche artistique où on essaie de saisir les moments où ça sonne mieux, le mieux. Mais bien sûr, ça peut ressembler à du journalisme, ça peut ressembler à de l'ethnographie, mais c'est pas notre métier. Et avec Jean Lyon, en tous les cas, dans Palandre, dans ce cadre-là, ce qu'on voulait, c'est que, au bout du compte, il y ait un moment de musique, on va dire entre guillemets, sachant que par exemple pour Calais, on appelait ça on a inventé, enfin ou réinventé, parce que je crois que François Bernard Mache avait dû utiliser le mot de phonographie. C'est-à-dire on faisait des phonographies, on faisait comme des photographies, on monte des photographies, on faisait entendre des phonographies. Et on avait fait une dernière réunion dans le quartier où moi, c'était en relation avec le conservatoire de Calais, j'avais écrit des petites pièces qui surlignaient les phonographies. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Par exemple, on avait enregistré beaucoup de mobylettes, parce que ça faisait partie des choses qui sonnaient dans ce quartier, il n'y avait pas grand-chose, il y avait des mobylettes. Donc on avait des jolis déplacements de mobylettes de droite à gauche. Bon, bah, j'avais écrit une petite pièce pour 3 groupes de clarinettes qui faisaient des dopplers et qui se mêlaient au son des mobylettes. Et ce qui était plaisant pour le public, c'est de retrouver ces mobylettes qu'on avait déjà dû leur faire entendre chez eux ou dans des séances auparavant, mais de les réécouter d'un seul coup avec en plus des instruments. Donc, ou par exemple un discours d'une ouvrière tulliste, de 2 sœurs tullistes qui avaient travaillé dans le tulle pendant 50 ans. On enregistrait leur conversation, qui était et ben, là du coup j'avais repris leurs paroles et puis c'était devenu une chanson chantée par une chanteuse avec une violoniste. En fait, des situations où ces personnes avec qui on a presque vécu pendant un an, parce qu'on bouffait avec eux, on buvait des coups, etc. Finalement, ils retrouvaient ce qu'étaient eux avec ce petit ajout de mise dans l'espace, de mise en instrument de leur propre chair finalement. Est-ce que eux, enfin, c'était peut-être pas votre intention, mais c'était vécu comme un travail musical ou... Pas du tout. Je crois que jamais j'ai parlé de composition, j'ai jamais été compris comme un compositeur. J'étais quelqu'un avec Jean Léon qui se promenait dans le quartier avec des haut-parleurs. Moi, je pense qu'on était comme des espèces de conteurs. Moi, c'est un terme que je revendique en fait. Moi, je pense que je suis conteur. Même aussi sur le plan de cette approche par l'oralité de la réalisation et pas que par l'improvisation. Mais je pense que c'est ça, le rôle du conteur, c'est d'arriver dans les conteurs comme en Bretagne, c'est d'arriver dans une ferme et de raconter des histoires qu'il connaît, mais dans lesquelles il ajoute, c'était ça la subtilité du conteur en Bretagne, comme ailleurs,
c'est de se promener un peu avant de faire sa prestation dans la ferme pour prendre des bribes d'anecdotes de la situation. Si bien que dans le grand conte qui va raconter, il insère des petits moments de réalité de les noms des quelqu'un, lieux, et dans des voilà. lieux, ce qui crée un trouble pour celui qui reçoit. Et je pense que c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire de mettre des clarinettes pour c'était le stand de tir avec pour la classe de percussion, dans les Ducasses, les fêtes dans le Nord, ça s'appelle des Ducasses, il y a des stands de tir. Et bon, j'avais fait une pièce qui fonctionnait avec une phonographie de tir à la carabine. Voilà, c'était ces situations-là qui... Et ces expériences-là ont enrichi votre vocabulaire musical. J'en sais rien, j'en sais rien. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde. C'est la musique faisant partie du monde, mais la musique en tant que telle, bon, bien sûr, j'ai eu une formation classique, pas mal détournée très très vite, mais le musical en tant que tel, je ne sais pas si c'est ma préoccupation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est le contexte de vie des gens, et c'est pour ça que je me dis que je fais toujours des dictées musicales du monde. C'est ça qui m'intéresse. Je fais l'effort de prendre et de le reprojeter, de pouvoir le refaire entendre. Mais ça touche plus l'humain en général. Le musical est là comme un adjuvant, je veux dire, parce que c'est mon métier technique. Parce que apparemment, je ne sais pas si j'aurais pu faire autre chose que de la musique, d'une certaine façon. Enfin bref, comme on m'a plongé dedans et j'ai pas pu y échapper, malgré ma volonté à 15 ans. Donc, au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du musical. Mais je ne sais pas si c'est une carrière musicale qui m'a obsédé. Enfin, je ne pense pas que rien m'a obsédé, en tous les cas, surtout pas la carrière. Mais il se trouve qu'effectivement, techniquement, c'est quand même l'oreille, moi, qui est mon outil de travail. C'est ce que je défends beaucoup par l'improvisation libre, c'est-à-dire sans texte, sans prétexte, etc. Parce que ça force l'oreille à travailler. Donc pédagogiquement, au sens très large du terme, voilà, c'est l'oreille plus que le musical. Alors justement, est-ce que c'est en quelle année au juste avez-vous ouvert cette classe au Conservatoire de National Supérieur de Musique de Paris, De Paris, oui. qui s'appelait Improvisation générative. Improvisation générative tout court. Voilà, classe d'improvisation générative. Alors pourquoi générative d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un petit clin d'œil à Schaeffer d'ailleurs. Euh, il y avait des choses que j'ai quand même eu cette formation-là, hein, même si je fais des critiques objectives, entre guillemets, sans jeu de mots, j'ai quand même un fond schaefferien inévitable. Et Schaeffer disait toujours l'entendre, ça doit être dans le traité d'ailleurs, l'entendre précède le faire. Donc moi ça a été quand même quelque chose de totalement déterminant dans tout ce que j'ai pu faire. Et dans le cadre de l'improvisation, puisque d'un seul coup je me suis dit mais pourquoi je ne donnerais pas à ces étudiants du conservatoire qui savent jouer toutes les musiques du monde, qui ont une grosse technique et ça, mais ils n'ont jamais inventé de musique, ils n'ont jamais été... Et pourquoi pas leur faire de l'impro tel que j'avais vécu moi dans les années 68, 69, 70, 71, enfin pendant 5-6 années, parce que ça m'a semblé très très important à côté de la composition électroacoustique. Et du coup, l'entendre génère le faire, l'entendre précède le faire, c'est devenu pour moi, l'entendre génère le faire. Et comme on me demandait au conservatoire que cette classe d'improvisation, même si je ne voulais pas le mot, fallait la qualifier pour ne pas la mélanger avec la classe d'orgue, improvisation à l'orgue, improvisation baroque, improvisation modale, etc., etc. Donc j'ai repris ce terme de génératif en souvenir un petit peu de l'entendre précède le faire, mais là c'est l'entendre génère le faire dans tout un travail sur... c'est qu'à partir de ce qu'on entend que l'improvisateur fait le son qui suit. Alors, il faut en dire un peu plus là quand même. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, vous n'avez pas donné l'année de l'ouverture de la classe? Alors c'est 92. C'est 92. Je suis nommé officiellement en novembre ou en décembre 92 par un copain de classe, toujours de la classe de chez Messiaen. Je veux dire, bon, les copains qu'on rencontrait chez Messiaen, finalement, on les croise tout le restant de sa vie. Je veux dire, Guy, Rebelle, et c'était Xavier Darras qui avait été nommé donc, directeur du Conservatoire de Paris.
qui savait un petit peu ce que je faisais dans la vie, et qui me dit, ça serait peut-être important que tu viennes au conservatoire pour les élèves compositeurs, pour essayer de les ouvrir à autre chose que de faire de la musique, pour être joué par l'ensemble intercontemporain dirigé par Boulez. Enfin, je schématise un petit peu, mais c'était quand même encore beaucoup ça. Et donc, c'est cette idée, mais quoi faire précisément? Et je me suis rappelé, c'est cette approche de l'univers sonore par l'improvisation. Et donc, ben voilà, c'est devenu cette classe. C'était la première année, une espèce d'atelier pour voir comment ça allait se passer. Et compte tenu du succès assez rapide, on a bien été obligé. J'ai fait revenir quelqu'un comme Rainer Beusch pour un peu m'aider dans la tâche, parce qu'on a été un peu débordé vite par la quantité des personnes qui voulaient suivre la classe. Alors qu'elle n'était pas du tout bienvenue au conservatoire. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans le haut lieu de l'écriture, de haut niveau, que d'un seul coup quelqu'un dise mais on peut aussi faire de la musique sans texte, sans écriture, c'était pas très bien, pas très très bien vu. Mais le problème, c'est que ça a été bien entendu en tous les cas par par les étudiants. Et que, comme par hasard, en plus, c'était les bons étudiants qui voulaient absolument rentrer dans ces classes. Donc, on a été obligé de faire un concours d'entrée dans la classe pour pouvoir sélectionner, parce qu'on était apparu comme une classe de musique de chambre, en fait. Il y avait 12 places, il fallait que 12 élèves, point. Donc, alors, il a fallu créer une initiation pour pouvoir faire attendre ceux qui voulaient être dans la classe. Enfin, bref, très vite, c'est rentré dans les mœurs. Cela dit, mon ambition était plus grande que je n'ai pu le faire. J'aurais bien aimé faire un grand département des traditions orales, justement. C'est-à-dire qui aurait inclus les gens du jazz, qui aurait inclus le travail que faisait Moutal. Moi, j'aurais bien aimé que des gens, par exemple, des musiciens traditionnels venant d'Auvergne ou du Pays Basque ou de Bretagne, même s'ils ne savaient pas lire la musique, puissent rentrer dans ma classe. Et ça a été un niet absolu. C'est-à-dire qu'on a pu avoir que des élèves qui pouvaient montrer patte blanche, qui étaient déjà dans le conservatoire. Et en plus, dans les classes d'instruments, ça, c'était pas une mauvaise chose, donc il y avait un haut niveau technique, ce qui fait que pour les compositeurs, et il y en avait pas mal qui voulaient finalement rentrer dans la classe, alors on leur faisait aussi un petit examen technique de piano, de violon, pour voir si quand même ils avaient un niveau, enfin bref, très conservatoire tout ça, mais bon. Et alors, donc, la pédagogie, c'était redonner sa place à l'oreille, redonner sa place à l'écoute. Complètement. Moi, je crois qu'en fait, j'étais professeur de solfège, au sens plein du terme. Je pense que c'est ça que je peux revendiquer par rapport à cette démarche-là. C'est-à-dire professeur d'oreille, quoi. C'est-à-dire que, faire en sorte que de donner une oreille virtuose, parce que ces gens-là avaient les doigts magnifiques, ou la bouche magnifiquement virtuose, mais l'oreille n'était pas toujours à la hauteur de leur technicité. Donc ça a été l'objectif, rendre les oreilles virtuoses. Donc ça veut dire apprendre tout ce qui sonne et qu'on ne peut pas mettre sur une portée à 5 lignes. Et donc bien évidemment, c'est là où je me suis retourné, plus que je ne l'avais jamais fait de ma vie, un peu vers le solfège de l'objet sonore, pour en extraire moi les choses qui me semblaient incontournables, et puis pourquoi changer les termes, donc reprendre quelques termes, sachant que bien évidemment par cette pratique improvisée, ça m'a mis sur plein d'autres pistes qui sont par rapport à la notion d'écoute. La grille de Schaeffer m'a pas semblé. La grille de la typomorphologie. Ouais. Alors typomorphologie, ça, je m'en suis toujours servi plus ou moins. Bon, les critères de substance, moi que j'appelais substance plutôt que matière, tout ça, ça a été commode. Mais sur la notion d'écoute, moi j'ai fait une hypothèse de la triple écoute qui était très commode pour faire prendre conscience en posture analytique pour les étudiants finalement où était leur oreille. Soit c'était une oreille plutôt microphonique, c'est-à-dire qui était sensible aux matières, aux substances, soit c'était une oreille macrophonique qui était plutôt installée dans les références, qui s'identifient, la construction, plus classique d'une certaine façon, soit l'oreille ce que j'appelais l'écoute mésophonique, qui était celle de, quand on parle là en ce moment, on fait fonctionner notre écoute mésophonique, c'est-à-dire celle qui fonctionne par rapport à l'instant T avec un avant et un après. C'est-à-dire qu'on peut un petit peu, quand on discute ou quand on échange, presque comprendre ce qui va être dit. Donc l'oreille est capable de voir un petit peu devant, et puis évidemment de mémoriser pendant ce qui vient de se passer. Donc ce qui correspond aux trois mémoires principales, hein, les mémoires instantanées,
mémoires de travail, comme ils disent, et puis les mémoires sémantiques. Donc tout ça, c'est beaucoup ça que j'ai Et développé. avec vos étudiants, vous théorisiez sur ces choses-là ou c'était uniquement pratique? Ben, forcément, moi, je théorisais, mais tout passait d'abord par beaucoup de pratiques pour les mettre face à des situations. Et plus j'ai développé une pédagogie de ça, et plus j'en ai fait d'ailleurs, j'ai été presque forcé d'en faire un ouvrage pour qu'il y ait des choses qui restent. Plus effectivement, il y a eu besoin de faire un petit peu de théorie, et de développer des grands principes, comme il faut que ça d'abord faut d'abord savoir entendre avant de savoir faire, que les savoirs, ça vient bien après. Enfin, tout un renversement de la pédagogie classique qui est bon, bah, là aussi, j'ai rien inventé par rapport à tout ce qui est voulu depuis les années, je dirais 70, en tous les cas 80. Tous les gens de ma génération. 1900, hein, 1900, non, parce 1900. on pourrait parler de 1800. Hein. Oui, c'est vrai, mais il faut dire que ça avait tellement peu changé entre 1880 et 1980 que, mais tout un renouveau de la pédagogie, mais qui ne trouvait pas finalement l'outil de ça. Et pour moi, l'improvisation libre, ça a été vraiment, c'est pour ça que c'est le sous-titre du bouquin, c'est l'outil pratique de cette ouverture de l'oreille à autre chose que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les dièses et les carpes, le temps pulsé, périodique, etc. Donc tout ce qui est le grand acquis du XXe siècle, c'est quand même la musique électroacoustique, il y a pas, on ne va pas finasser sur ça. S'il y a quelque chose d'important dans le XXe siècle sur le plan du musical, au sens propre, c'est l'intrusion des nouveaux moyens, la place du haut-parleur dans cette aventure, enfin du micro et haut-parleur. Et donc c'est lui qui nous a permis que notre oreille, d'un seul coup, se mette à chevaucher sur un plus grand tapis que en cela, moi, je suis rien d'autre que pur varésien. Parce que Varèse l'a dit en 1910, 5, Busoni en 1906, puis lui, Varèse, de façon très sérieuse, dès 1916. C'est lui qui a tout entendu, qui a tout compris. Il aura, hélas, pas eu la chance de pouvoir faire la musique qu'il voulait complètement, parce qu'il n'a jamais eu complètement les outils. Enfin, on connaît aussi l'histoire ici en particulier. Mais il avait déjà tout compris, que le chromatisme, c'était la sclérose des artères, enfin toutes ces choses qu'on a envie encore de dire haut et fort. Moi, je ne m'en prive pas dans tous les lieux où on me le demande, parce que hélas, on n'en est pas... C'est pas que le chromatisme soit... on ne va pas se séparer du diatonisme et du chromatisme compte tenu de la littérature extraordinaire qu'on a derrière nous, mais quand même le monde a bougé. Et l'univers sonore s'est tellement élargi, et sans ce que nous a apporté toute l'expérience concrète, finalement, je veux dire, on en serait encore à courir après je ne sais quoi. Donc la place d'une formation de l'oreille sur les bases, on va dire, globalement électroacoustiques, est incontournable maintenant. Est-ce que vous aimez bien diffuser vos œuvres sur l'acousmonium, le dispositif de haut-parleur, ou le mégaphone, celui de Bourges? Oh bah, c'est-à-dire tout ça a tellement bougé. Ah bah, c'est-à-dire que moi, de la diffusion, j'en ai bouffé. C'est-à-dire parce que j'ai été au GRM quand j'étais assistant de recherche, puis chercheur. J'ai été pendant longtemps sous la responsabilité, c'était Ivo Malek qui avait le secteur un petit peu des concerts dans les années 69, 70. Et moi, j'ai beaucoup... est-ce que c'était parce que j'avais un passé de chef d'orchestre? Je sais qu'on me confiait beaucoup de la diffusion en concert. Donc j'en ai bouffé de la diffusion. Mais à l'époque, c'était... Bah, c'était l'acousmonium parce que c'était quoi? C'était plein de haut-parleurs avec leurs couleurs spécifiques et puis il fallait jouer avec ça. Euh, donc là, par rapport à ça, je veux dire, le mégaphone, c'était à Bourges, c'était un peu particulier parce que lui, il faisait un travail spécifique de couper en tranches euh, avant d'être sur les haut-parleurs. Le son, le spectre pour qu'il se reconstitue, mais c'était pas si facile que ça à manier parce que ça pouvait pas fonctionner dans tous les cas de figure. Mais de toute façon, moi derrière tout ça, ce qui reste encore aujourd'hui ma préférence et l'envie de continuer dans ce sens-là, c'est plutôt la diffusion, ce que j'appelle holophonique. C'est-à-dire le fait, mais alors qui a toutes ses limites, parce que quand on prend que ce soit 4, 6, 8 micros, un événement,
et qu'on veut retrouver exactement sa définition, c'est-à-dire le contexte et là où il est dans le contexte, finalement, on ne peut absolument pas faire de traitement. Le moindre traitement sur une des voix détruit complètement cette sensation d'un espace qui n'est pas celui du studio ou de la salle de concert dans laquelle on est, qui est un autre espace. C'est tellement fragile qu'on ne peut pas y toucher. Donc ça limite aussi la composition. C'est-à-dire que c'est un autre sport. Enfin, pour moi, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire encore et que j'en ferai peut-être encore des pièces stéréo ou en multicanal ou avec à 16, 28, 36, tout ce qu'on veut, mais qui pour moi n'a rien à faire. Je participe souvent quand même à des colloques autour du multicanal où on entend des choses en tous les cas techniquement très, très avancées, mais je n'ai jamais retrouvé la sensation rare et difficile de cette sensation que j'appelle holophonique, où on a vraiment l'impression d'être transporté ailleurs, ou du moins qu'un ailleurs est transporté dans le lieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas techniquement, progressivement à ça, c'est-à-dire donner vraiment la sensation d'un contexte complètement autre. Bon, on verra, je veux dire, les choses avancent, je ne suis pas bloqué. Mais en tous les cas, par rapport à la diffusion, du coup, les pièces holophoniques, une fois qu'on a réglé les haut-parleurs et les niveaux, on ne peut plus toucher à rien. C'est-à-dire que si on a trouvé le bon équilibre qui fait qu'on va avoir la sensation d'un autre espace, voilà, on ne peut pas jouer, on ne peut pas interpréter comme on le fait quand c'est en stéréo. J'aimerais changer totalement de sujet. Vous avez pris des responsabilités à maintes reprises dans des commissions, au ministère, etc. Pourquoi et comment Oui. Pourquoi et comment? Bonne question. Je crois que de toute façon, quand on se met à avoir des commandes d'État de façon relativement régulière, sinon nombreuse, mais on vous demande quand même toujours un petit peu de renvoyer la balle, c'est ce que j'appelle la dimension civique, c'est-à-dire faire des inspections. C'est-à-dire que j'ai fait aussi pas mal d'inspections d'écoles de musique, des choses comme ça. On fait pas mal de jurys. Du coup, on participe un peu à la vie du ministère de la Musique, en tous les cas, tel qu'il se passait, en tous les cas, pour moi, à partir des années 70, jusque dans les années 90. Parce qu'à partir du moment où on appartient au conservatoire, on n'appartient plus à la direction de la musique. Et que c'est pas tout à fait la même famille, et que voilà, on se retrouve. Mais tant que j'ai été, pas au conservatoire national supérieur, c'est vrai que j'ai participé à beaucoup de choses. Et même par rapport à l'électroacoustique, j'ai eu une chance, c'est-à-dire que Landowski, juste avant de donner sa démission, une année avant, qu'est-ce qu'il avait comme fonction à l'époque? Il était directeur de la musique. Poste Malraux, enfin c'était nommé par Malraux. Et donc il s'est mis en tête, alors est-ce que je lui avais suggéré, je ne sais pas, ou quelqu'un lui avait suggéré, de faire une carte des studios électroacoustiques en France. C'est-à-dire qu'en 1974, il n'y avait pas de dossier musique électroacoustique à la direction de la musique. Alors qu'il y avait des dossiers pour les orchestres en région, etc. Et avec un personnage qui a été aussi important pour moi, qui est Maurice Leroux, et qui a été important dans l'histoire des musiques contemporaines, et aussi électroacoustique. Enfin, il a été très présent. Donc sous sa haute responsabilité, parce qu'il était inspecteur général, moi j'avais pour mission, en tant que missionné, de faire la carte de France des studios électroacoustiques. Donc on est parti avec Maurice Leroux faire notre tour de France des popotes, électroacoustiques, Marseille, Metz, Bourges évidemment, Albi, c'est vrai aussi. Et donc une première carte, premier dossier a été ouvert très habilement par Landowski avant de donner sa démission, c'est-à-dire qu'au moins on ne pouvait pas le taxer d'avoir empêché, lui, taxé de plus ou moins réactionnaire, on ne pouvait pas, parce que c'est quand même sous sa direction que le dossier studio de musique électroacoustique s'est ouvert, qui a été repris et développé beaucoup par Decouste par la suite. Mais la première ébauche de tout ce travail-là, j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que c'était intéressant de se promener un petit peu partout en France avec un personnage comme Maurice Leroux, qui est quand même quelqu'un qui a fait toutes les grandes créations de Xenakis, qui lui avait conduit quand le GRM
enfin je ne sais pas si ça s'appelait le GRM d'ailleurs, dans les années 50, a fait ses premières expériences avec le trièdre de haut-parleurs, avec... C'est GRMC peut-être. Voilà, je sais Groupe plus. de recherche de musique classique. Il s'appelle GRM depuis Ouais. 58-59. Oui, donc C'est c'était... en 51, ouais, 51, voilà. 59. Donc c'est Maurice Leroux qui faisait les premiers essais en tant que chef d'orchestre. Et donc c'était un travail tout à fait intéressant. Et puis moi j'y ai ajouté une petite note qui a circulé, puis qui a fait des petits. C'est-à-dire qu'il fallait que dans les conservatoires s'ouvrent des classes de musique électroacoustique. Donc j'ai encore regardé les papiers, Landowski, je vous remercie, etc. Et tout ça, finalement, c'est développé, puisque maintenant il y a des classes de musique électroacoustique dans les conservatoires. Si ce n'est qu'on les appelle MAO, musique assistée par ordinateur. Ah, pas partout, pas partout. Ça, ou c'est des fois ça, éventuellement politiquement pour faire passer la pilule aux élus. Mais les gens qui sont en place, qui ont un CA maintenant, puisqu'il y a je ne sais plus s'il y en a encore à nouveau, mais pour l'instant, il y a encore, sont en place dans plein d'endroits en France des compositeurs de musique électroacoustique ayant un CA et donc enseignant dans des classes qui s'appellent quand même, enfin là où c'est intéressant, musique électroacoustique. Ils défendent encore ce sport-là. Alors là, ma question c'était pourquoi, comment. Donc le comment, ça serait toujours pour faire en sorte que on entre dans la musique par différentes portes, notamment celle de l'écoute. Pour Votre soutien à l'existence des classes électroacoustiques, mettons, enfin tout cette mouvance-là. C'est-à-dire que historiquement, moi, ça m'a toujours semblé la chose importante à mi-20e siècle, c'est-à-dire l'électroacoustique. Donc tous les moyens, à partir du moment où on vous entrouvre la porte du ministère pour être missionné sur des petites choses ou des plus grosses choses, de faire en sorte que la musique électroacoustique soit insufflée. Moi, je veux dire, ça a toujours été une espèce de militantisme gentil, mais quand même constant. Donc tout ce qui pouvait participer à ce que dans les conservatoires, par exemple, s'installent des classes de musique électroacoustique, moi je l'ai fait. Mais effectivement, c'est certainement l'envie plus générale que les gens entendent, le monde. Je veux dire, les gens sont sourds. Ils se sont peut-être de plus en plus. C'est là où la musique électroacoustique, la musique en général et la musique électroacoustique, c'est encore quelque chose de totalement révolutionnaire, parce que par rapport à l'évolution de la société, où les choses se ferment ou se spécialisent, d'un seul coup, entendre le monde au sens large du terme, et pouvoir, par tous les moyens qu'on a maintenant, de le montrer, de le prouver. Je veux dire, le haut-parleur reste le miroir qui nous a manqué qui a manqué à l'humanité pendant des siècles. Il ne faut pas oublier que dans les cavernes, dans les grottes de Lascaux, le visuel était déjà sollicité par les traces. Donc une expression artistique de représenter le monde a été faite par l'œil il y a des siècles. Pour l'oreille, la musique, elle a toujours été, jusque dans le XXe siècle, finalement, éphémère. C'est-à-dire que le son passait, on ne pouvait pas finalement avoir une posture analytique par rapport à ce qui se passait. Il a fallu attendre le micro, les premiers rouleaux, mais en tous les cas, c'est avec le magnétophone que les choses sérieuses ont commencé à se faire. Et c'est quand même, sur le plan de l'histoire de l'humanité, c'est quand même une grosse étape. Et donc, je vois pas quoi d'autre plus sérieux que ça à faire, enfin en tous les cas pour ma génération, d'essayer que les gens se mettent à entendre et de se servir du haut-parleur comme le miroir grossissant qui nous a manqué pendant des siècles.